Au sujet de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, tout a été dit sur les travaux de sa réhabilitation. Le président de la République a ainsi consacré l'après-midi de la journée de nativité à l'inspection de cette route dite de l'espoir. On l'appelle route de l'espoir et même route du salut. Pour la population de la province du Kasaï central, c'est une véritable route pour le salut parce que cette route, à l'époque où elle était praticable, elle permettait à ce que cette population puisse acquérir des biens, que ce soit des biens de première nécessité. L'essentiel du coût de la vie était assez bas. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parcouru 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village Matamba, qui constitue en même temps le point de départ de la route Kalamba-Mbouji, puis s'est dirigé vers l'usine de Concassage, site de production de gravier et de béton armé. Tous les détails de son fonctionnement ont été donnés au président de la République. La base de vie des entreprises chinoises était la dernière étape de son inspection. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, le chef de l'État a vu le premier tronçon asphalté de la route Kalamba-Mbouji et a reçu d'amples explications des entreprises chinoises ayant repris ces chantiers depuis le mois de septembre de cette année. Interrogé au sujet de l'évolution des travaux, le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, a annoncé que d'ici juin 2025, les 230 km de la route dite de l'espoir seront rendus praticables en attendant les grands travaux d'assainissement et de la pose des bitumes. Nous voulons rassurer la population que cette route va être réalisée. Et nous prenons rendez-vous avec la population du Kasaï central en juillet 2027. Juillet 2027, ça veut dire à peu près dans 2 ans et demi, ces travaux seront totalement achevés, c'est-à-dire que la route sera bitumée. Mais avant ça, nous avons estimé, compte tenu de la demande pressante, du besoin de la population, nous avons convenu avec l'entreprise que d'ici 6 mois, c'est-à-dire au mois de juin 2025, que cette route soit rendue praticable. Pour rappel, lors de son arrivée à Kananga mardi, le président de la République s'adressant à ses concitoyens s'était engagé d'achever la construction de cette route avant la fin de son mandat. Honorables, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers délégués, distingués invités, je vous salue. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation en dépit de vos agendas chargés. Nous nous retrouvons ici autour de ce que nous avons en partage et qui est cher à nous toutes et tous, à savoir la protection des droits de l'homme. Ces droits universels font peser des obligations sur les États. Il s'agit essentiellement des obligations de les promouvoir et de les protéger. De nombreux mécanismes internationaux existent en vue de vérifier si l'État s'est acquitté de ses obligations. L'examen périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme en fait partie. Le pays a cette particularité qu'il promet la réciprocité et le dialogue constructif entre les États membres. Soucieux de s'améliorer constamment et d'offrir le meilleur à sa population, mon pays s'y soumet volontiers. C'est précisément sur le 4e passage de mon pays à l'examen périodique universel que mon intervention portera. En effet, la République démocratique du Congo a été examinée dans le cadre de l'examen périodique universel en 2009, en 2014 et en 2019. Du 5 au 8 de ce mois, mon pays, représenté par les hauts responsables des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, a dialogué avec la communauté des États, ayant à l'esprit les vues et considérations exprimées par écrit et par les entités de l'ONU et les parties prenantes. Les progrès réalisés sous le leadership de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et de son Excellence, Madame Judith Soumina Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, notamment dans les domaines du renforcement institutionnel et de la législation, de l'amélioration des conditions de détenus, de la promotion et de la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme,
de la mise en œuvre des programmes sociaux, de l'accroissement de la participation civique et de la lutte contre l'impunité au travers notamment du processus de justice transitionnelle et de réparation en faveur des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ont été salués par différentes délégations, par les entités de l'ONU et par les parties prenantes. Les États et les organisations internationales qui se sont représentés ici ont affiché leur solidarité au travers de l'intérêt qu'ils ont accordé au rapport présenté par la RDC dans le cadre de son quatrième passage à l'examen périodique universel. En témoignent les questions, les observations et les recommandations que vous avez adressées à la RDC à cet effet. C'est ici l'occasion de vous remercier et de partager avec vous les informations concernant la suite du processus de ce quatrième passage de l'examen périodique universel. En effet, comme vous le savez, à l'issue de la présentation de son rapport à Genève, le 8 novembre 2024, mon pays n'a pas indiqué lesquelles des 284 recommandations reçues il a accepté et celles dont il prenait note. Il a choisi de se prononcer ultérieurement. Honorable Excellence, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers délégués, distingués invités, je tiens à vous rassurer que le travail de tri des recommandations amorcé le 25 novembre 2024 ici à Kinshasa arrive presque à terme et qu'à l'état actuel du processus décisionnel, nous tendons vers l'acceptation de plus de 200 recommandations ayant trait notamment aux droits de l'enfant, aux droits des femmes, à la santé universelle, à la couverture de la santé universelle, à la disparition forcée, à la protection des civils, aux personnes déplacées, à la réforme pénitentiaire, aux peuples autochtones, aux défenseurs des droits de l'homme, à la justice et à l'impunité, à la presse et à la communication, à la discrimination, à la traite des personnes, à l'emploi, à la sécurité sociale, à l'éducation, à la justice transitionnelle et aux groupes vulnérables en général. Une fois le processus décisionnel et la procédure devant le Conseil des droits de l'homme clôturés, je vous ferai part des choix opérés et le comité ministériel des droits de l'homme s'activera à concevoir un plan de mise en œuvre et de suivi des recommandations acceptées. Vous conviendrez avec moi que pour mettre en œuvre les recommandations acceptées, il faudra mobiliser des ressources conséquentes. En effet, si je dois m'arrêter au cas des recommandations invitant mon pays à faire en sorte d'aligner les systèmes pénitentiaires sur les standards internationaux de traitement des détenus, il est évident qu'une telle tâche induit des moyens humains, matériels et financiers non négligeables en vue notamment de la construction de nouvelles prisons et du transport des prisonniers vers celles-ci, la réhabilitation des prisons existantes, le recrutement du personnel qualifié, la sensibilisation à propos des droits des prisonniers, la mise à disposition des soins et une alimentation adéquate des prisonniers, ainsi que la mise en place des procédures opérationnelles de traitement des plaintes des prisonniers au sujet de leurs conditions de détention. Les procès équitables, l'on peut penser aussi toujours à titre illustratif à la mise en œuvre des recommandations et à trait aux groupes vulnérables dont l'implémentation postule pour la mise à disposition des fonds destinés notamment à l'exécution des mesures concrètes pour atténuer les inégalités, garantir à l'accès et promouvoir l'inclusion de ces groupes dans tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. En fait, ne perdons pas de vue que le suivi et l'évaluation du plan de mise en œuvre des recommandations acceptées requièrent des moyens financiers destinés notamment à renforcement des capacités institutionnelles compte tenu, entre autres défis, de la taille du pays et de la forte démographie, et que par ailleurs, nombre de 239 recommandations du précédent EPI que la RDC a acceptées sont en cours d'implémentation. La RDC n'épargne aucun effort pour satisfaire ses obligations. Elle bénéficie de l'appui des partenaires internationaux, dont certains prendront la parole ici,
mais la tâche serait plus aisée si l'accompagnement était plus prononcé et plus conséquent. D'où mon appel à votre solidarité en fait d'accompagner davantage mon pays dans cette aventure humaine et humanisante que constitue la mise en œuvre des recommandations récemment et antérieurement acceptées, mais dont l'implémentation est inachevée. Je vous rassure que l'entité de liaison, qui est un cadre de concertation et d'échange entre les ministères sectoriels qui font la promotion et la protection des droits de l'homme, avec les partenaires internationaux, doit être redynamisé d'ici 2 semaines. Je sais que beaucoup s'y emploient déjà. Je les encourage vivement à poursuivre les efforts et invite ceux qui hésiteraient encore à les rejoindre afin que la RDC vote favorable du 9 octobre 2024 à l'Assemblée générale de l'ONU à New York ont permis d'être membre du Conseil des droits de l'homme, deviennent un véritable havre des droits humains. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Messieurs les représentants du corps diplomatique et du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les participants à cet important séminaire, je voudrais commencer par vous remercier d'avoir associé l'équipe des experts internationaux en RDC, l'équipe qui était mandatée par le Conseil des droits de l'homme, à participer à cette importante cérémonie. Madame le ministre, je voudrais aussi vous féliciter et féliciter la RDC pour son admission au Conseil des droits de l'homme. C'est une importante admission, importante participation et je pense que vous allez remplir toutes les obligations nécessaires, je suis sûre, pendant ces 2 ans, pour appliquer les recommandations de ce Conseil. Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par dire l'importance pour nous d'assister à cette importante cérémonie de restitution. Notre équipe est une procédure du Conseil des droits de l'homme qui est chargée depuis 2017 d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre de sa politique de lutte contre l'impunité et ensuite la mise en œuvre de sa politique de justice transitionnelle. C'est un mécanisme qui complète donc les EPU et donc qui vraiment insiste sur l'importance de cette complémentarité. Nous avons reçu le mandat cette année qui a été étendu. Le mandat a été étendu à une dimension sous-régionale, ce qui est nouveau. Et le Conseil nous demande d'aider, d'appuyer toujours le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de mécanismes qui permettent de poursuivre la justice transitionnelle, mais surtout en tenant compte de la dimension transfrontalière. Et donc c'est un nouveau élément dans ce mandat. Et nous sommes venus, cette visite que nous faisons actuellement, c'est pour partager justement les éléments de ce mandat et nous enquérir de l'éventualité, l'opportunité d'un tel mandat pour la RDC. Nous sommes là depuis le 24 décembre. Je suis accompagné par M. René Bagoro, qui est l'ancien ministre de la Justice du Burkina Faso et qui est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Et nous avons été accueillis chaleureusement. Nous tenons à vous remercier de cet accueil et remercier aussi toutes les autorités et tous les interlocuteurs que nous avons pu rencontrer lors de cette mission. Nous voulons assurer la RDC notre engagement à poursuivre le mandat du Conseil des droits de l'homme et à accompagner le pays et la population à mettre en œuvre cette stratégie de justice transitionnelle. Nous voulons aussi insister sur le fait que nous allons continuer à aider le pays à relever les défis qui se posent à la mise en œuvre de cette politique, notamment en matière de coordination, mais surtout en matière de coordination et d'appropriation de cette justice par la population. Je voudrais terminer enfin mon propos par vous dire que nous allons nous faire aussi un plaidoyer important pour toutes les recommandations qui ont été faites et pour demander un appui nécessaire pour la RDC dans la mise en œuvre non seulement des recommandations de l'EPU, mais aussi et surtout des recommandations complémentaires faites par le Conseil des droits de l'homme à l'équipe des experts internationaux dans le cadre de la résolution qui a été prise au chapitre 10 de assistance technique et renforcement des capacités qui a été votée à la dernière résolution au mois d'octobre de l'année dernière.
mois d'octobre 2024. Merci beaucoup de cette participation, merci beaucoup de votre attention et merci surtout de l'accueil que vous avez apporté et que le gouvernement apporte toujours à l'équipe des experts internationaux en RDC. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, membres des institutions étatiques, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, chers experts internationaux sur la RDC, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, membres de la société civile, distingués invités en vos rangs, titres et qualités respectifs. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, en ce moment en mission dans l'Est du pays, à cette rencontre de partage des conclusions issues de l'examen périodique universel qui a vu l'examen de la RDC par le Conseil. Comme vous le savez, la RDC a été examinée lors de la 47e session du Conseil tenue à Genève du 4 au 15 novembre 2024. Je voudrais avant tout féliciter la délégation de la République démocratique du Congo, conduite par son Excellence Madame la ministre des Droits humains, qui était accompagnée de son Excellence Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, de son Excellence Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la RDC auprès de la mission permanente des Nations Unies à Genève et plusieurs responsables de l'administration issus des ministères sectoriels et institutions jouant un rôle capital dans la promotion et le respect des droits humains en RDC. Qu'il me soit aussi permis d'apprécier l'engagement du président de la République dans l'amélioration de la gouvernance des droits de l'homme en RDC, lequel s'est traduit par 2 temps forts au niveau national. La 18e réunion ordinaire du Conseil des ministres en octobre, au cours de laquelle il avait engagé son gouvernement à renforcer la communication autour des questions des droits de l'homme au plan national et international. Et l'autre événement, à travers l'organisation d'une réunion urgente de haut niveau afin de réfléchir sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Je voudrais également saluer tous les efforts de la ministre des Droits humains de mettre en œuvre tous les engagements de la RDC en matière des droits de l'homme. Et cette cérémonie est sans nul doute la parfaite illustration. Permettez-moi enfin de saluer la communauté diplomatique ainsi que les Nations Unies, sans oublier les membres de la société civile dont la présence dans cette salle témoigne de l'intérêt qu'elles accordent à la question des droits humains, notamment son respect, sa promotion, sa protection et sa mise en œuvre. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, la problématique des droits humains est un sujet qui est au cœur de l'activité du Conseil des droits de l'homme, qui, par son mécanisme de l'examen périodique universel, permet une revue de la situation des droits de l'homme dans chaque pays par les pairs. C'est un mécanisme de coopération et de dialogue constructif dirigé par les États qui passe en revue la réalité des droits humains dans tous les États membres de l'ONU une fois toutes les 4 ans et demi. Il permet en effet aux États de présenter les mesures prises pour améliorer la situation des droits de l'homme et de recevoir les recommandations des autres États. Dans le cas de la RDC,
il convient de rappeler que le pays a honoré tous les cycles. Le premier cycle a eu lieu le 3 décembre 2009 avec une délégation conduite par son Excellence M. Upio Kukura-Wapol, ministre des Droits humains d'alors, et le second s'est tenu le 29 avril 2014 sous la direction du ministre Mumba Matipa Wivin, alors ministre de la Justice et des Droits humains, tandis que Mme Marie-Ange Mouchobekwa, ministre des Droits humains, avait conduit la délégation de la RDC au troisième cycle tenu le 7 mai 2019. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, le quatrième cycle, tenu le 5 novembre 2024, a été dirigé, comme je le disais, par son Excellence Madame la ministre des Droits humains, qui était à la tête d'une forte délégation d'une trentaine de personnalités, dont 3 ministres et de hauts responsables représentant l'exécutif, le législatif, le judiciaire, ainsi que d'autres institutions de la société congolaise. Au cours de l'examen de son rapport national, une troïka de 3 rapporteurs composés du Burundi, de la Chine et de la République dominicaine, avec l'appui technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a mené ses travaux pendant plus de 3 heures et les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme se sont succinctement prononcés sur la situation des droits humains en RDC. Durant près de 70 minutes, la RDC a présenté le résumé de son rapport national, répondu aux commentaires et recommandations qui lui ont été adressées et formulé ses observations finales. Près de 285 recommandations ont été formulées sur divers sujets, notamment l'incidence de la guerre à l'État, l'incidence de la guerre à l'est du pays sur la jouissance des droits humains, la peine de mort, l'espace civique, le droit au développement, les droits économiques, sociaux et culturels, la gestion des ressources naturelles, les violences sexuelles et sexistes, le travail des enfants dans les mines ou le recrutement par les groupes armés, les discours de haine, la justice transitionnelle, la ratification des instruments internationaux des droits de l'homme en souffrance, le renforcement des institutions nationales des droits de l'homme, notamment la Commission nationale des droits de l'homme, la création du mécanisme national de prévention de la torture et j'en passe. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, pour donner suite aux recommandations formulées par ses pairs, la délégation de la RDC a organisé, avec l'appui technique et logistique du BCNUDH, un atelier de 3 jours qui vient d'être évoqué par la ministre, du 25 au 27 novembre, afin d'examiner les recommandations formulées et y donner suite. La présente restitution s'inscrit donc dans ce continuum des initiatives l'ayant précédé et témoigne de la volonté de l'État non seulement de communiquer sur le sujet, mais aussi d'engager la communauté internationale à le soutenir dans ses efforts de mise en œuvre des recommandations. Le BCNUDH, partenaire traditionnel du ministère des Droits humains, qui a établi une relation de proximité en lui apportant le soutien technique nécessaire sur les questions des droits de l'homme, y compris la justice transitionnelle, réitère son engagement à soutenir les efforts du gouvernement dans le suivi des recommandations de l'examen périodique universel. Et le système des Nations Unies, dans son ensemble, apportera certainement aussi son concours à la mise en œuvre des dites recommandations qui seront contenues dans le rapport final, dont l'adoption est prévue pour le mois de février 2025. Le BCNUDH encourage le ministère des Droits humains à ouvrir des discussions autour de ces recommandations afin de susciter des partenaires techniques et financiers et offrir une chance aux populations de jouir effectivement
des droits fondamentaux garantis par la Constitution congolaise et les instruments juridiques internationaux auxquels le pays a souscrit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellences, Madame la Ministre des Droits Humains, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la Directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Secrétaire général aux droits humains, Mesdames et Messieurs, membres de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos titres et qualités. C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction que je prends la parole ce jour, comme vous le savez, à l'occasion de la cérémonie de restitution du 4e passage de la République démocratique du Congo à l'examen périodique universel. À l'instar d'autres États membres des Nations Unies, la République démocratique du Congo a l'obligation de protéger et de promouvoir les droits humains. Lorsqu'elle ratifie ou adhère aux principaux traités des droits humains, elle s'oblige par le fait même de présenter des rapports, et cette obligation s'étend également au niveau régional à travers les conventions des droits de l'homme auxquelles elle est partie. C'est ainsi que pour s'acquitter de ce devoir, le gouvernement congolais, précisément le 13 décembre 2001, par arrêté ministériel, avait créé une structure permanente. Cette structure est dénommée Comité interministériel des droits de l'homme, en sigle CIDH. Ce comité est présidé par le ministre ayant en charge des droits humains, en l'occurrence son Excellence Madame Chantal Chambou, ministre des droits humains. Il est doté d'un secrétariat permanent qui a à sa tête ce jour une secrétaire permanente. La RDC étant partie à la Convention contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes, vous constaterez que je ne parle pas d'un secrétaire, mais d'une secrétaire. Et je suis secondée par un secrétaire permanent adjoint et un personnel d'appoint. Avec votre autorisation, Excellence, je voudrais présenter le secrétaire permanent adjoint que plusieurs d'entre nous connaissent. Je m'en voudrais si je ne procède pas à cet exercice. Jean-Baptiste Ingoli, à qui je demande de se mettre debout, prêt à servir son pays, évidemment dans son domaine, quel qu'en soit le prix. Je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, M. Aziz, à l'époque directeur du BCNUDH, lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'on dit pilier en lingala. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai appris que pilier en lingala était Likondi. Alors il a répondu Likondi. Donc pour vous dire que parmi tant d'autres surnoms, c'est un Likondi qui mérite notre admiration. Hormis le secrétariat permanent, et d'ailleurs comme le dit notre appellation, le comité est interministériel. Ce qui justifie la présence des points focaux au travers des ministères sectoriels. Il s'est de relever que ces points focaux sont des agents de carrière de service public de l'État revêtus au moins du grade de chef de bureau. Permettez-moi de vous donner les différentes missions du comité interministériel. Préparer et rédiger tous les rapports initiaux et périodiques requis en vertu des traités internationaux et régionaux des droits de l'homme auxquels la République démocratique du Congo est partie. Préparer et rédiger le rapport à l'examen périodique universel.
assurer le suivi et l'évaluation de l'application de ces traités ainsi que des recommandations des organes des traités et, je disais, assurer le suivi et l'évaluation de l'application de ces traités ainsi que des recommandations des organes des traités et du Conseil des droits de l'homme. Le CIDH a également comme mission veiller à la conservation des documents et à la tenue des statistiques sur la situation des droits de l'homme, et ce, compris tous les droits catégoriels. Enfin, le CIDH a comme mission d'apporter son expertise à la présentation des 10 rapports au niveau des organes de supervision des traités, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et au Conseil des droits de l'homme, s'agissant particulièrement de l'examen périodique universel. Vous comprenez donc pourquoi je prends la parole ce jour. Quant à notre 4e passage à l'EPU, objet même de la cérémonie de ce jour, il faut relever que sous la coordination du secrétariat permanent du comité interministériel, les activités suivantes ont été menées. À l'issue du passage de la RDC lors de son 3e... Tout a été dit par son Excellence et les différents intervenants sur cet exercice important, ce mécanisme important, le 4e cycle de l'examen périodique universel. La CNDH que je représente et qui est aussi dans cette salle avec ses membres, ses cadres, est heureuse d'être associée parce que la CNDH est une institution d'appui à la démocratie dont le rôle est celui de promouvoir, protéger les droits humains et considérée comme tant d'autres institutions nationales des droits de l'homme à travers le monde comme des organes, comme un organe technique, un organe chargé de conseiller le gouvernement au sens large du mot. Pour cela, notre collaboration spécifique avec le ministère des Droits humains est scellée parsemée déjà des diverses activités réalisées ensemble, notamment sur des questions urgentes qui s'est posées à la nation au regard des recommandations de 2017. Nous avons travaillé main dans la main pour notamment faire passer au niveau de l'adoption au Parlement et à la promulgation par le chef de l'État de la loi de responsabilité et de protection des défenseurs des droits de l'homme, qui aujourd'hui devient une réalité sur laquelle nous aurons à revenir sur cette loi dans peu de temps, d'après nos consultations avec le ministère des Droits humains et d'autres questions importantes qui ont été soulevées à travers diverses recommandations, pas moins de 2080 recommandations, dont le plus important que nous avons retenu aussi, qui ont été évoquées ici par son Excellence et l'équipe, si vous voulez, du comité interministériel qui nous a présenté et qui nous a toujours invités à donner notre avis, un avis consultatif durant les travaux qui se tiennent à ce niveau-là. Coup de chapeau à ces comités-là. Et donc, nous reviendrons là-dessus. Et la CNDH, sérieusement, a examiné toutes ces questions, toutes ces recommandations. Elle était à Genève, représentée par un de ses agents qui suit cette question de plus près. Nous nous sommes organisés aussi pour que nous puissions évaluer toutes ces recommandations
nous les faisons déjà. Et avec l'équipe des experts, ici représentée par la présidente, Madame Keïta, qui venait de prendre parole à ce micro, nous avons déjà fait une séance de travail très enrichissante de par ce que nous pensons faire en tant que CNDH, afin d'accompagner la RDC durant son mandat au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, durant presque tous les mandats, et la CNDH aura à accompagner les efforts du gouvernement pour que ce mandat soit un succès, une réussite. Voilà ce que je peux vous dire, et d'ici là, je crois que nous allons aussi vous inviter pour pouvoir vous montrer la programmation sur base de toutes ces recommandations, un programme que nous allons essayer de conduire, de couler en un programme d'activité en collaboration avec les autres intervenants dans ce secteur. Et là-dessus, soyez sûrs que la question qui est revenue parmi les recommandations, plus de 40 États sont revenus sur la question de la levée, si vous voulez, du moratoire, la question de la peine de mort. Nous allons y travailler et nous avons des propositions que nous allons soumettre aussi, échanger avec le gouvernement. Parce que, je dois vous dire, dans nos statistiques, depuis la levée du moratoire, jusqu'à ce jour, c'est zéro prévenu, si vous voulez, 0 personne exécutée. Je pense que pour cela, il faudrait féliciter le gouvernement parce que il y a des avis et considérations qui ont été émis sur cette question sur laquelle plus de 40 États sont revenus. Il y a de l'évolution. Je crois que sous peu, nous aurons encore à nous retrouver pour constater des progrès dans ce domaine-là. Voilà ce que je pouvais dire. C'est féliciter encore une fois le gouvernement, féliciter les partenaires techniques et financiers ici représentés pour leur contribution en matière de promotion et protection des droits de l'homme. La CNDH, qui est une institution d'appui à la démocratie, est considérée par tous comme une maison des droits de l'homme pour tous, sans discrimination aucune. À partir du moment où votre situation de protection morale est menacée par rapport à vos droits, la porte ou les portes de la CNDH vous sont ouvertes sans discrimination aucune pour pouvoir examiner les risques que vous encourez, de sorte que la CNDH puisse porter ses préoccupations auprès du gouvernement afin que de solutions soient trouvées. C'est pour cela que nous avons beaucoup de stratégies pour promouvoir, protéger, si vous voulez, le droit de l'homme pour tous, y compris le droit de certaines catégories qui sont considérées comme des catégories marginalisées. Voilà, et encore une fois, merci et félicitations au gouvernement. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, distingués invités en vos titres et qualités, chers membres de la société civile et membres de la société civile composante jeunes et mouvements citoyens. Les organisations de la société civile de la RDC participent régulièrement au processus
de l'examen périodique universel, EPU. Nous en sommes au 4e cycle, après les examens respectifs de la RDC du 3 décembre 2009, 29 avril 2014 et le 7 mai 2019. L'examen de la situation des droits de l'homme porte sur le rapport national du gouvernement, la compilation des Nations Unies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je saisis l'opportunité aussi pour faire le plaidoyer aussi vis-à-vis des autorités de mettre en œuvre ce plan d'action. Le modérateur l'a dit, le Conseil des droits de l'homme se tient à Genève. Quand on entend Genève, on ne pense pas seulement aux banques, au chocolat, au fromage et au monde. Non, on pense aussi aux droits de l'homme. Et on est très fiers d'avoir donc cette ville qui en quelque sorte est aussi devenue synonyme pour les droits de l'homme. Et je félicite la RDC pour son adhésion au Conseil des droits de l'homme à partir de 2025 et d'avoir encore plus d'échanges à Genève entre nos deux pays. Et vous le savez, Madame la Ministre, la Suisse est prête aussi à vous accompagner pendant ce mandat au Conseil des droits de l'homme, vu que la Suisse a été élue en même temps comme la RDC. Donc la Suisse sera aussi au Conseil des droits de l'homme pour la même période comme la RDC. Merci beaucoup, surtout aussi à la société civile. C'est grâce à votre travail aussi que nous, les diplomates, on peut faire notre travail de plaidoyer. Nous, on ne peut que préparer les recommandations pour l'examen périodique universel grâce aux échanges qu'on a avec vous, grâce au travail que vous faites au quotidien. Donc voilà, tous les applaudissements pour vous, pour votre travail. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Du système des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les animateurs des institutions nationales et des différents corps, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités. Nous voici arrivés au terme de cette rencontre cruciale consacrée à la restitution du 4e passage de la République démocratique du Congo à l'examen périodique universel. L'élaboration et la présentation du rapport de l'EPI est une œuvre collective qui a nécessité la contribution de plusieurs institutions de mon pays, à commencer par le président de la République, le gouvernement, le Parlement et les responsables de l'administration et des institutions d'appui à la démocratie. Nous n'oublierons certainement pas l'apport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, des entités des Nations Unies et des parties prenantes. Permettez-moi alors d'exprimer ma profonde gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour votre engagement, votre rigueur et surtout pour les échanges constructifs qui ont animé ces jours de travail. Au cours d'un atelier organisé ici à Kinshasa du 25 au 27 novembre, nous avons eu l'opportunité d'analyser en profondeur les recommandations émanant des États membres à la lumière des progrès accomplis, des défis persistants et des priorités à venir. Les débats ont été enrichissants, parfois exigeants, mais toujours guidés par une volonté commune. Celle de renforcer notre coopération internationale et de promouvoir des solutions durables, justes et inclusives pour nos citoyens. Les thématiques abordées, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, du développement durable, de la sécurité ou encore de la lutte contre les inégalités, témoignent de l'ampleur et de la complicité des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Mais elles illustrent aussi l'importance du dialogue et de la solidarité entre les nations pour relever ensemble ces défis globaux. Je tiens à saluer particulièrement la qualité des interventions et des recommandations formulées au cours de cet atelier. Toutefois, les contributions reçues permettront de mieux orienter les politiques futures et de favoriser une mise en œuvre plus efficace des résolutions adoptées par mon pays. Ces recommandations ne resteront pas de simples déclarations d'intention, elles se traduiront par des actions concrètes sur le terrain au bénéfice de tous nos citoyens. Je vous invite donc à poursuivre cette dynamique, à maintenir les liens tissés ici
et à faire vivre les engagements pris. Le succès de nos initiatives dépend de notre capacité de transformer nos discussions en actes. Nos recommandations en réalisation tangible. Pour clôturer cette cérémonie, je voudrais réaffirmer notre engagement commun envers le multilatéralisme et les valeurs qui fondent l'esprit des Nations Unies, à savoir la paix, la coopération internationale, le respect des droits humains et la dignité pour tous. Je vous remercie encore une fois pour votre participation active et votre précieuse contribution. Je vous souhaite un bon retour et je reste convaincu que les travaux réalisés ici porteront leurs fruits dans un avenir proche. Je déclare officiellement close notre cérémonie de restitution du 4e passage de la RDC à l'EPI. Merci à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver pour de futurs échanges. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et moni ba chaîne oza impartial. Et le rôle babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool oyo. Zengo. Africa Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.
Africa cool. Et après, cool. Africa cool. Après, cool. Le quoi cool, ma topi. Enfin, toujours. Enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne, mon co, ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est PPLR. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne oza impartial. Et le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Biso nyonso to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool oyo. Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà.